La famille royale britannique, on a l'impression de la connaître par cœur. On la voit comme ça, éternelle, immuable, une sorte de carte postale de la tradition. Mais, si on gratte un peu le vernis, on découvre une histoire complètement différente. C'est l'histoire d'une dynastie qui, pour ne pas disparaître, a dû se réinventer encore et encore. Un véritable manuel de survie face à un siècle de crise permanente. Quand on dit Windsor, on pense tout de suite à une lignée qui remonte à la nuit des temps, à Guillaume le Conquérant peut-être. On imagine un nom aussi vieux que les murs du château qui lui a donné son nom. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien non, pas du tout en fait. Le nom que le monde entier connaît, c'est une pure invention du XXe siècle. Et ce nom, il n'est pas né dans le calme feutré des palais. Non, il a été forgé dans le bruit et la fureur de la guerre. À un moment où la monarchie a dû faire un choix terrible, son héritage ou sa survie. C'est cette transformation incroyable qu'on va décrypter ensemble. Alors voilà notre parcours. On va d'abord voir comment la monarchie a dû devenir, britannique. Ensuite, on verra comment la guerre a littéralement créé ce nom. Puis on s'intéressera à ce roi, déchiré entre la couronne et son cœur. Après ça, on verra comment une reine a su naviguer dans le monde impitoyable des médias, et on terminera sur les défis immenses qui attendent le nouveau règne aujourd'hui. Allez, on commence avec un fait qui est assez surprenant. Avant 1917, la famille qui régnait sur l'Angleterre n'avait pas un nom anglais. Elle portait un nom bien de chez nous, enfin, bien allemand. Exactement. Tout ça remonte à la reine Victoria. En 1840, elle épouse son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, et voilà comment une dynastie allemande s'installe au cœur même de l'Empire britannique. Ça a créé tout un réseau de cousins qui régnaient sur une bonne partie de l'Europe. Pendant longtemps, franchement, ça ne dérangeait personne. Et puis arrive le moment où ce petit détail devient une menace existentielle. On parle bien sûr de la Première Guerre mondiale. C'est là que l'art de la survie des Windsor va être testé pour la toute première fois. Le problème est énorme. Le roi George V se retrouve en guerre contre l'Allemagne. Et qui dirige l'Allemagne ? Son propre cousin, l'empereur Guillaume II. Ils sont tous les deux les petits-fils de la reine Victoria. C'est une situation de folie. Un roi avec un nom allemand qui mène son pays en guerre contre l'Allemagne. Ça devient très très vite intenable. La pression populaire devient énorme. Le sentiment anti-allemand est absolument partout. Et là arrive le coup de grâce. Des bombardiers allemands nommés Gotha survolent Londres et larguent leurs bombes. Le nom de la dynastie royale est donc le même que celui des avions qui sèment la mort. C'est le symbole de trop. Saxe-Cobourg-Gotha, ce n'est plus juste un nom embarrassant, c'est carrément un danger mortel pour la couronne. La solution ? Elle est radicale. Le 17 juillet 1917, une proclamation royale tombe. La famille renonce à tous ses titres allemands et adopte un nouveau nom. Windsor. Le choix est génial. C'est le nom du plus ancien château royal, un symbole de l'Angleterre elle-même. En un claquement de doigts, la monarchie n'est plus une dynastie européenne aux racines allemandes, elle devient une institution purement, fièrement britannique. C'est un coup de maître politique. Et pour bien comprendre à quel point c'était crucial, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Pendant que la monarchie britannique se réinvente, les autres grands empires d'Europe s'écroulent. En Russie, le cousin du roi est exécuté. En Allemagne, en Autriche-Hongrie, les empereurs abdiquent. Mais les Windsor, eux, ont su s'adapter. Et ils ont survécu. La crise suivante, elle ne vient pas de l'extérieur. Non, cette fois, elle vient du cœur même de la famille. C'est le conflit entre le devoir, celui qu'impose la couronne, et le désir personnel d'un roi. On est en 1936. Le roi, c'est Édouard VIII. Il est populaire, il est moderne, et il annonce qu'il veut épouser Wallis Simpson. Le problème, c'est qu'elle est américaine et surtout, elle a déjà divorcé 2 fois, et ses ex-maris sont toujours en vie. Or, le roi est aussi le chef de l'Église d'Angleterre, une église qui a interdit le remariage des divorcés. C'est un véritable tremblement de terre politique et constitutionnel. Et c'est dans un discours à la radio qui va rester dans l'histoire qu'Édouard VIII explique sa décision. C'est du jamais vu. Un roi britannique qui abandonne son trône, pas à cause d'une guerre ou d'une révolution, non, par amour. Le cœur a gagné contre la couronne. Cette abdication, elle propulse sur le trône son frère cadet, Albert, qui devient George VI. Il est timide, il est bègue, il n'était absolument pas préparé à régner. Mais son règne, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, va forger l'image moderne des Windsor. Une monarchie qui n'est pas basée sur le charisme ou le choix personnel, mais sur un sens du devoir à toute épreuve. Le devoir avant tout le reste. Allez, on avance dans le temps. On arrive au plus long règne de l'histoire britannique et un défi d'un nouveau genre. Comment on fait pour adapter une institution aussi ancienne à un monde qui devient obsédé par les médias ? 70 ans, le règne d'Élisabeth II. C'est une durée qui semble presque irréelle. Dans un siècle où tout a changé, les sociétés, la politique, la technologie, elle a incarné une forme de stabilité, de continuité qui n'a quasiment aucun équivalent. Son règne, ça a été une longue, très longue leçon d'adaptation silencieuse.
Elle a compris avant tout le monde le pouvoir incroyable des nouveaux médias, par exemple en autorisant la retransmission télé de son couronnement en 1953. Elle a traversé les pires tempêtes, les scandales familiaux, la presse à scandale, notamment pendant sa fameuse année horrible, et malgré tout ça, elle a réussi à incarner la stabilité et le devoir. Finalement, elle est devenue le principal atout de la monarchie. Elle n'était plus juste une reine, elle était un point de repère. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui, au règne du roi Charles III. La monarchie a survécu à la guerre, à l'abdication, aux médias, mais les défis qui se présentent maintenant sont peut-être les plus compliqués de toute son histoire. Il suffit de regarder les chiffres. Alors oui, une majorité de Britanniques soutient toujours la monarchie. Mais le camp républicain, lui, il progresse, surtout chez les jeunes. On a quasiment un tiers de la population qui préférait une république. Le consensus d'avant, il n'est plus aussi évident. Et les problèmes s'accumulent. L'unité même du Royaume-Uni est menacée en Écosse, en Irlande du Nord. De plus en plus de pays du Commonwealth se demandent s'ils ne vont pas devenir des républiques. Les drames familiaux, eux, continuent de faire les gros titres. Et le roi lui-même, qu'on a connu pour ses engagements, notamment sur l'écologie, doit maintenant incarner une neutralité absolue. C'est un sacré grand écart. La question finale, elle est assez simple au fond. Après un siècle passé à devenir des maîtres dans l'art de la survie, est-ce que les Windsor ont encore cette capacité à se réinventer une fois de plus? Ou est-ce qu'on est en train d'assister au début de leur tout dernier chapitre?